Bonjour tout le monde, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'il me tient à cœur de montrer que l'histoire des sciences, c'est avant tout l'histoire de celles et ceux qui la composent, des hommes, des femmes, des amis, des familles entières, comme par exemple les Bernoulli. D'ailleurs, il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo sur cette famille incroyable de mathématiciens que sont les Bernoulli. La vidéo d'aujourd'hui ne déroge pas à la règle parce que vous allez le voir, avant de parler de Darwin, elle raconte avant tout l'histoire d'un père et de son fils. Et avant de vous raconter leur histoire, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que MyHeritage. MyHeritage, c'est un service de généalogie qui vous permet de retracer l'histoire de votre famille. Et en toute honnêteté, quand j'ai mis le nez là-dedans, je vous le dis franchement, je me suis pris au jeu. Mais alors méchamment. Déjà, l'inscription c'est tout simple. Vous remplissez juste qui vous êtes, qui sont vos parents, éventuellement vos grands-parents, et après, Après, c'est un festival. MyHeritage, ils ont une base de données de malades avec plus de 49 millions d'arbres généalogiques qui peuvent du coup enrichir le vôtre. Et attention, c'est pas juste des lignées basées sur des suppositions, parce que MyHeritage, ils mettent à disposition plus de 20 milliards de documents, des extraits de naissance, des actes de mariage. 20 milliards. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Moi, perso, j'ai commencé à remonter tranquille par curiosité jusqu'à mes arrière-grands-parents. Et puis alors, MyHeritage, régulièrement, ils m'ont averti qu'ils avaient trouvé des matchs, c'est-à-dire des correspondances. Et là, tu regardes et tu dis, ah, mais oui, carrément, son fils, c'est bien celui-là. Du coup, t'acceptes le match et là, ça te repropose un autre descendant et comme ça, de proche en proche, tu remontes. Pour l'instant, moi, je suis remonté à la 7e génération avec un ancêtre qui est né en 1750. Bon, dans la Sarthe. Voilà, c'est le seul problème. Au début, je me disais, ah bah tiens, on va voir si j'ai des ancêtres dans des pays un petit peu exotiques. Et non, faut croire que dans ma famille, on mange des rillettes depuis 7 générations. Et je vais vous dire franchement, vous savez en quoi pour moi, c'est pas juste un simple partenariat commercial? C'est que au-delà de cette vidéo, je vais continuer à y aller sur le site. Je me suis vraiment pris au jeu, j'ai vraiment envie de remonter encore et encore, c'est marrant. C'est un peu comme une enquête policière, quoi. Tu vois, tu remontes le fil. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des services que j'ai pas encore assez exploités, comme par exemple la gestion des photos qu'on peut coloriser ou qu'on peut même animer. C'est vraiment passionnant de voir revivre comme ça ses ancêtres sous nos yeux. Bref, faites-moi confiance, si vous aimez ma façon de raconter la science, c'est qu'on est un petit peu raccord sur notre vision de l'histoire. Et MyHeritage, vous allez aimer. En plus, vous n'avez aucun risque, puisque vous avez droit à un essai de 14 jours, totalement gratuit. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien en description, vous mettez votre nom, votre date de naissance, éventuellement vous remplissez un peu pour vos parents et tout ça, et ensuite vous vous laissez guider. Merci encore à MyHeritage de soutenir la chaîne, c'était une chouette découverte pour moi, et maintenant je vous laisse en compagnie de Charles Darwin et de son fils. Bonne vidéo. Cher papa, je sais que tu dors paisiblement. Après avoir frôlé le pire, tu dois bien avoir besoin de te reposer. Je me doute que tu n'entends rien à ce que je dis, et c'est peut-être mieux comme ça après tout. Je t'aime, papa. J'ai eu peur ce soir. Peur de perdre l'humain que tu es en premier lieu. Car depuis que nous travaillons ensemble, je t'ai redécouvert. 8 ans passés à étudier le tropisme des plantes, j'ai tellement appris à ton contact. Quelle chance! Mais surtout peur de perdre le grand scientifique que tu es devenu de ton propre vivant. Toi, Charles Darwin, le père de la sélection naturelle. L'homme qui a mis le feu aux poudres dans toute l'Angleterre de ce 19e siècle. Celui qui a toujours eu conscience du bouleversement idéologique de ses travaux, mais qui, dans un même temps, n'a jamais reculé. Courageusement ripostant aux attaques et aux dénigrements avec toujours une seule et invariable réponse, la science. Et pourtant, papa, je sais bien que tu n'es pas immortel, même si on t'a sauvé ce soir. Je me doute qu'un jour, tu t'en iras pour de bon, et même si j'ai peur de ce moment, j'y suis préparé. Car depuis maintenant 8 ans que je suis ton secrétaire et que je vis à tes côtés, je serai ce jour-là le plus à même de parler de toi, de relayer encore et toujours tes travaux, et de raconter ton extraordinaire histoire à toutes les générations futures. Et ce jour-là, voilà ce que je leur dirai.
La première fois que j'ai rencontré Charles Darwin, c'était le 16 août 1848, le jour de ma naissance. Ce jour-là, il avait 39 ans. Évidemment, mes souvenirs de cette époque sont beaucoup trop vagues pour qu'ils ne soient dictés par autre chose que les récits de mon père, que je compte bien rassembler un jour ou l'autre, sous forme d'une autobiographie. En ce milieu de l'année 48, donc, il était déjà considéré comme un grand scientifique, fort de la considérable reconnaissance qu'il a acquise depuis des décennies grâce à un enchaînement ininterrompu d'événements dont la principale a été John Henslow. John Stephen Henslow est alors un botaniste et géologue originaire du Kent en Angleterre. Brillant élève en mathématiques, il choisit pourtant une autre voie, suite notamment à un voyage en 1819 sur l'île de Wight où il découvre la géologie sous la tutelle de son professeur Adam Sedgwick. Quelques années plus tard, il devient professeur en botanique à Cambridge et c'est en août 1831 qu'il fait basculer le destin de mon père lorsque l'un de ses amis, le capitaine Robert Fitzroy, lui demande un service. Pour sa future expédition destinée à explorer les côtes sud-américaines et les îles des mers du Sud, il cherche un naturaliste. Le poste avait dans un premier temps été proposé au révérend Leonard Jennings, mais ce dernier refusa, se sentant incapable d'abandonner sa paroisse. Henslow proposa alors à Fitzroy le nom de l'un de ses étudiants préférés, un certain Charles Darwin, qui accepta immédiatement cette proposition, oubliant au passage qu'il allait devoir obtenir non sans mal l'autorisation de son médecin de père pour un voyage qui devait au départ s'étendre sur 3 ans. Mais à force de persuasion, son père accepta de mettre de côté ses craintes que ce voyage ait de mauvaises influences sur lui, et se résigna à le voir partir. Et c'est ainsi que le 27 décembre 1831, mon père, Charles Darwin, embarqua à bord d'un brig de 242 tonneaux et 10 canons sur lequel il allait parcourir le monde. Ses futures découvertes allaient graver le nom de ce bateau dans les livres d'histoire, le Beagle. Beaucoup d'idées reçues ont été dites à propos de ce long voyage qui dura finalement 5 ans. Et parmi celles-ci, mon père aurait découvert tous les éléments de sa future théorie de l'évolution durant ce périple. Rien n'est plus faux. En effet, nous avons cette mauvaise idée d'estimer ce qu'il a fait sur place à la lumière de ses futurs travaux. Cette interprétation rétrospective peut heureusement être corrigée par l'étude des nombreuses lettres que mon père envoya durant son séjour, notamment à son mentor Henslow. Et c'est en parcourant ces courriers que l'on verra alors que, contrairement à nos représentations, sa première occupation pendant son voyage était la géologie. Il dira d'ailleurs, dans une lettre envoyée à Henslow en 1832, « La géologie et les animaux invertébrés seront mes principaux objets de recherche tout au long du voyage. » À ce sujet, 2 grandes découvertes lui vaudront un sésame parmi les figures d'autorité en géologie à l'époque. Tout d'abord, l'élévation des Andes. Lorsque le Beagle accoste à Valdivia, sur les côtes chiliennes, le 4 février 1835, Darwin et le reste de l'équipage sont loin de se douter de la catastrophe qu'ils vivront 2 semaines plus tard, lorsqu'un violent séisme ravage la région tout entière. Pourtant, Darwin voit dans ce tragique événement une occasion inespérée d'étudier la structure des sous-sols. C'est là qu'il remarque des fragments de roches sous-marines qui ont été projetés sur la côte par la secousse. Il est alors pris d'une certitude, ces gigantesques montagnes pourraient être issues d'une élévation très progressive et imperceptible provoquée par des tremblements de terre successifs de ce type. Quelques semaines plus tard, le 11 mars, Darwin profite d'une escale à Valparaiso pour effectuer une excursion dans les Andes. Et c'est là qu'il trouve la confirmation de sa précédente idée, lorsqu'il découvre en très haute altitude des coquillages fossiles. L'hypothèse est une fois de plus consolidée lorsqu'il y trouve également des traces de lave sous-marine à 2000 mètres d'altitude. Cette fois, plus aucun doute, la cordillère a une origine marine. Le deuxième apport géologique de mon père vient de son hypothèse sur la formation des récifs de corail par affaissement de la surface terrestre. En effet, l'étude des nombreuses îles volcaniques lui permit de conclure que les aires volcaniques sont en général des régions de soulèvement, dont les reliefs sont la conséquence d'accumulation de différentes couches de lave. La masse due à cet accroissement de matière sur l'île entraîne alors un phénomène dit de subsidence, c'est-à-dire un affaissement de la croûte terrestre qui découlera sur 3 types de destins selon les âges. Un récif frangeant qui se forme autour d'une île jeune, puis une barrière corallienne qui témoigne de l'affaissement plus prononcé de l'île, et enfin un atoll qui dessine une ceinture, seul vestige de l'île désormais enfouie.
En 1835, dans une autre lettre, toujours destinée à Henslow, il avouera « Depuis que nous avons quitté Valparaiso, je n'ai, au cours de cette croisière, pas fait d'autre chose que de la géologie. » Malheureusement, ces lettres resteront longtemps sans réponse et mon père se demanda parfois si son travail acharné consistant à prélever des échantillons, les étudier, les envoyer en Angleterre pour expertise, si ce travail donc était considéré ou pas par ses pairs restés sur place. Dans l'un de ses courriers à son cousin, il exprime ses craintes à ce sujet. « Sauf de ma propre famille, je reçois peu de courriers, et je n'ai presque pas de nouvelles de mes amis. Même Henslow ne m'a jamais écrit. J'ai fait parvenir plusieurs séries de spécimens et je ne sais pas s'ils sont arrivés à bon port. C'est décourageant de travailler avec zèle et de ne pas même savoir si on suit le bon chemin. » Heureusement pour lui, il reçut par la suite plusieurs courriers de Henslow qui s'étaient égarés, ce qui le rassura d'autant plus que ce même Henslow ne tarissait pas d'éloges sur le travail de mon père. Les spécimens qu'il leur avait envoyés avaient suscité beaucoup d'intérêt chez les spécialistes, notamment les fossiles de Megatherium ou encore les spécimens d'insectes et de plantes. Durant les 5 ans de son voyage, il longea les côtes de l'Amérique du Sud, l'Australie, puis revint via l'Afrique du Sud. Il a exploré de nombreux milieux naturels, aussi variés que la forêt amazonienne, que les plaines de Patagonie ou encore les désormais célèbres îles des Galapagos. On dit parfois que l'on peut être changé par un voyage. Dans le cas de Darwin, c'est non seulement l'homme, mais également le monde qui va être totalement bouleversé par ce voyage du Beagle. Car à l'époque, en matière de biologie, c'est la Bible qui fait foi, selon laquelle toutes les espèces animales et végétales ont été créées par Dieu au cours des 6 jours de la Genèse. Or, le monde ne le sait pas encore, mais les observations de mon père ne vont pas, mais pas du tout, dans ce sens. Et il comptait bien étudier tout cela de plus près pendant les années qui suivirent, à son retour. À son retour en 1836, mon père fut accueilli comme un géologue émérite. Il s'installa à Londres chez son mentor et ami Henslow, toujours lui, et supervisa la parution d'un ouvrage nommé Zoologie du Beagle, contenant 5 parties distinctes. Les oiseaux, par John Gould, les poissons par Leonard Jennings, les mammifères fossiles par Richard Owens, les mammifères par Waterhouse, et enfin les reptiles par Thomas Bell. Mais parallèlement au bilan officiel de l'expédition, commencent à germer d'autres idées, qui vont tout à fait dans le sens d'un certain courant de pensée de l'époque, mais qui rencontrent des difficultés à émerger du fait de leur incompatibilité avec les récits bibliques. La vie telle que nous la connaissons pourrait bien être plus ancienne que les 6000 ans enseignés par l'Église. Dès son départ à bord du Beagle, mon père avait emporté dans ses bagages, sous les conseils de Henslow, un exemplaire du premier volume des Principes de géologie de Charles Lyell, l'un des défenseur de cette nouvelle idée qui circule dans les milieux scientifiques presque sous le manteau depuis le début du siècle. Les espèces d'animaux pourraient varier dans le temps selon un phénomène encore mal compris que l'on nomme la transmutation. Parmi les précurseurs de cette idée, on compte de futurs grands noms comme Lyell, Hutton, Buffon, mais aussi le propre grand-père de Darwin, Erasmus, qui consacre un chapitre entier de son ouvrage Zoonomia à ce phénomène de transmutation. L'idée est dans l'air du temps, mais les enjeux sont énormes. En 1844, un ouvrage sorti anonymement fait scandale. Son titre, Vestiges de l'histoire naturelle et de la création. Dans ce livre est défendue l'idée très avant-gardiste que l'être humain descendrait d'animaux inférieurs. Par la suite, on apprendra que son auteur n'était autre que l'écrivain Robert Chambers. Avant mon père, le monde scientifique est donc dans une phase d'ébullition au sujet du concept d'évolution. Plusieurs courants de pensée se disputent. Un évolutionnisme radical qui s'oppose à un créationnisme invétéré, et l'exploration des mécanismes de la vie rencontre parfois des chemins qui tiennent plus de la politique que de la science. Parmi les théories qui marquèrent l'époque, on trouve la vision de Francis Lamarck, qui défend l'idée d'une hérédité des caractères acquis. L'exemple de la girafe est couramment cité pour expliquer sa vision. La girafe, se nourrissant de feuilles situées en hauteur des arbres, se voit dans l'obligation de tendre le cou pour atteindre les ressources alimentaires dont elle a besoin. Elle acquiert ainsi un caractère spécial, à savoir un cou allongé, qu'elle va transmettre à sa progéniture. Mais des scientifiques comme Cuvier ou Lyell affichèrent un fort désaccord avec cette vision. Et c'est précisément sur ces mécanismes, et non sur le principe de l'évolution, comme beaucoup le pensent parfois, que mon père va travailler d'arrache-pied pendant pas moins de 20 ans à son retour du Beagle. C'est ainsi qu'en juillet 1837, il ouvre pour la première fois les carnets de notes prises pendant son expédition
qui le mèneront tout droit à la théorie de la sélection naturelle. La découverte des squelettes fossiles des mégathériums en Patagonie est l'un des exemples d'observations qui le conduisent à valider les thèses de transmutation en vogue. En effet, malgré une différence de taille évidente, ces espèces disparues présentent pourtant des similitudes étonnantes avec les tatous et les paresseux. Il y a pour lui un point essentiel. La proximité géographique de ces deux espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde laisse clairement penser à un lien de parenté, si l'on considère comme vrai le fait que les espèces se transforment au cours du temps. Mais dans ce cas, l'aspect fossile du mégathérium le conduit à valider l'une des thèses de son confrère Charles Lyell, l'importance du temps. En effet, l'essor d'une nouvelle discipline nommée la stratigraphie, qui consiste à procéder à l'étude des différentes couches géologiques, permet de rebattre les cartes concernant la grande question de l'âge de la Terre et de compter en millions d'années plutôt qu'en milliers. Pour lui, c'est alors une évidence. Si les espèces se transforment, alors elles le font sur ces mêmes durées. Plus tard, c'est en relisant ses notes prises dans l'archipel des Galapagos, au large de l'équateur, que ses idées prennent forme. Il se souvient de cette observation. Chacune de ces îles semble posséder sa propre espèce de pinson. Pourquoi autant d'espèces différentes alors que la faune est pourtant très réduite dans cet environnement ? Il écrira sur ses notes « La distribution des habitants de cet archipel serait loin d'être aussi étonnante si une île, par exemple, possédait un oiseau moqueur et une autre île, un oiseau appartenant à un genre tout à fait distinct. » Mon père comprend alors que décidément, ces espèces voisines de pinsons ne sont explicables que dans l'hypothèse d'un ancêtre commun à toutes les espèces de pinsons. Lorsque le 4 janvier 1837, il présente ses pinsons capturés aux Galapagos au célèbre ornithologue John Gould, celui-ci identifie, classe les spécimens et se rallie à la vision de mon père. La présence de toutes ces espèces de pinsons sur des îles différentes lui laisse encore une fois penser qu'associée à celle du temps, la notion de territoire pourrait bien être centrale, et au-delà du territoire, la notion plus précise d'environnement. Peu à peu, sa pensée se structure. Poursuivant son idée de l'importance de l'isolement géographique, il établit ensuite un lien entre la végétation présente sur chaque île, et donc le mode d'alimentation des pinsons, et la forme de leur bec. Par exemple, là où ils se nourrissent de la chair et des fleurs de cactus, les becs des Geospiza scandens sont fins. En revanche, là où ils doivent casser des graines, les becs des Geospiza manirostris sont beaucoup plus gros. Autre exemple, les becs des Certidea olivacea, pointus et étroits, semblent parfaitement adaptés pour se nourrir d'insectes en tout genre. À l'évidence, les différentes espèces de pinsons ont varié selon l'environnement. Mais alors, comment ? Par quel mécanisme ces variations se produisent-elles ? Mon père trouva un élément de réponse en 1838, lorsqu'il lut l'essai sur le principe de population de Thomas Malthus, un économiste britannique. Dans son ouvrage, celui-ci analyse l'origine des famines au regard des écarts entre l'accroissement rapide de la population par rapport aux ressources. Cette idée de lutte pour l'existence par les ressources résonna chez mon père, et une idée le traversa alors. Et si toutes ces espèces avaient cohabité sur toutes ces îles, que se serait-il passé ? Alors, de fait, les individus qui, par hasard, étaient dotés d'un bec plus adapté à la nourriture de l'île seraient avantagés par rapport à d'autres, qui s'éteindraient peu à peu. Il résulterait de ce processus que chaque île contiendrait une espèce dont l'adaptation n'est que le résultat de l'extinction progressive des autres espèces. Nous sommes en 1838, exactement 10 ans avant ma naissance. Et mon père vient de découvrir le mécanisme de l'évolution des espèces, la sélection naturelle. Hasard, millions d'années, sélection naturelle, autant de mots que l'Église n'accueillera pas de la meilleure des façons. La vision de mon père s'oppose totalement au postulat de l'Église qui considère l'humain comme une espèce à part, en haut de l'échelle du progrès. Les 5 célèbres carnets qu'il noircit pour élaborer son futur ouvrage étaient classés de la lettre A à la lettre E, et dès son carnet B, page 74, on pouvait lire son avis sur la question. Il est absurde de parler d'un animal plus élevé qu'un autre. Nous considérons ceux dont les facultés intellectuelles sont les plus développées comme plus hauts que les autres. Une abeille le serait si les instincts étaient pris comme critère. Mon père l'a su dans la seconde où il a commencé ses travaux. Il allait devoir étayer sa théorie de l'évolution à un tel niveau d'argumentation qu'elle en devienne totalement inattaquable. C'est ce à quoi il s'est employé pendant 20 ans.
Le 14 septembre 1842, il déménage avec ma mère Emma à Down, notre maison actuelle familiale où j'allais naître 6 ans plus tard. Cette maison devint bientôt le lieu de prédilection de mon père, qui, en plus d'apprécier sa tranquillité pour bâtir ses travaux, s'y réfugiait pour lutter contre une étrange maladie qui le faisait souffrir de plus en plus à mesure que les années passaient. Car à partir de ce moment, la santé de mon père alla de mal en pis, au point que très vite, il mit en place un petit groupe de sympathisants comprenant des scientifiques comme Thomas Huxley ou Joseph Dalton Hooker, à qui il confiait ses idées de peur de décéder avant d'avoir pu les mettre en forme. En 1844, il rédigea même une ébauche de sa future version de l'origine des espèces, principalement dans le but que sa théorie ne soit pas oubliée si sa maladie qui le rongeait petit à petit venait à avoir une issue fatale. Dans une lettre du 5 juillet 1844, il demande à ma mère, en cas de décès de sa part, de consacrer la somme de 400 livres pour éditer cette ébauche, en désignant comme exécuteurs testamentaires ses confrères Lyell et Hooker. Mais par chance, sa santé tiendra bon. Durant les 10 ans qui suivirent, mon père n'eut de cesse de croiser ces informations avec les plus brillants scientifiques britanniques, cherchant par tous les moyens à répondre en amont à toutes les critiques possibles de sa future théorie. Mais son acharnement à soigner chaque détail de sa théorie fut soudainement stoppé, car alors que mon père disposait de tout le temps nécessaire depuis maintenant 20 ans pour soigner son œuvre, une véritable course contre la montre débuta le 18 juin 1858. Ce jour-là, mon père venait de terminer son habituel travail matinal. Aux environs de 10h30, il s'apprêtait à lire son courrier, avant, comme à son habitude, d'écouter une histoire lue à voix haute par ma mère, ou l'un d'entre nous. Mais ce matin, du 18 juin 1858, à Down, aucune histoire ne fut racontée. Et d'ailleurs, rien de ce qu'avait prévu mon père ce jour-là n'eut lieu. En cause, un courrier d'un certain Alfred Wallace, un autre naturaliste bien connu de mon père au demeurant. Ce courrier, à l'attention de mon père, était accompagné d'un article que Wallace était sur le point de publier. Cependant, l'estime que ce dernier portait au grand Charles Darwin le poussa à lui envoyer l'article juste avant publication. Quelle ne fut pas la surprise de mon père lorsqu'il parcourut l'article dans lequel Alfred Wallace y exposait exactement les mécanismes de sa sélection naturelle. À la lecture de l'article, mon père fut pris de panique. Il prit conseil auprès de ses amis Lyell et Hooker qui le prévenaient pourtant depuis plusieurs années qu'il devrait s'empresser de publier, afin de ne pas voir cette situation se produire. Darwin prit alors contact avec Wallace, et il fut décidé, toujours sous les conseils de Lyell et Hooker, de publier simultanément chacun un article, avec un extrait du travail de mon père pour en assurer la paternité. Je me demande souvent combien de temps les gens opposeront Wallace et mon père à ce sujet. Les accusations de plagiat totalement injustifiées, les rumeurs infondées ne pourront jamais ôter la réalité des faits qui se vérifient dans tous les courriers précédents et suivant la fameuse lettre de Wallace du 18 juin 1858. Darwin et Wallace correspondaient depuis plusieurs mois à ce sujet, se respectaient mutuellement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Wallace lui fit parvenir son article. Loin d'être rivaux, ils se témoignaient même de l'affection l'un envers l'autre. Alfred Wallace devint d'ailleurs un fervent défenseur de la théorie de mon père dans les années qui suivirent. Toujours est-il que les deux articles furent alors lus ensemble à la Société linnéenne et, ironie de l'histoire, passèrent totalement inaperçus. Cela n'empêcha pas l'éditeur de mon père d'avancer la sortie de son ouvrage au 24 novembre 1859. Comme l'avait prévu mon père, son accueil fut glacial du côté de l'Église. Le point culminant de cette opposition eut lieu le 30 juin 1860 à la séance annuelle de la British Association for the Advancement of Science à Oxford. À cette occasion, le débat entre le professeur Thomas Huxley et l'évêque Samuel Wilberforce est resté dans l'histoire comme l'une des plus vives confrontations de l'histoire des sciences en Angleterre. De nombreux témoins ont assisté à cette joute où les deux camps s'affrontaient. Le monde des croyants, d'une part, avec entre autres les ecclésiastiques William Fremantle et John Dingle, et le monde de la science, d'autre part, qui comptait ce jour-là de grands noms comme le botaniste Joseph Hooker ou le zoologiste Alfred Newton. Une violente attaque de Wilberforce est restée dans les mémoires lorsque celui-ci demanda à Huxley s'il était parent avec un singe du côté paternel ou bien maternel. Aucunement décontenancé, Huxley répondit en substance qu'il préféra avoir comme ancêtre un singe plutôt qu'un évêque qui s'occupait de questions scientifiques dont il ne connaissait rien.
Ce virulent débat demeura néanmoins inconnu du grand public, et il faudra d'ailleurs que j'éclaircisse cet événement si d'aventure je publiais la biographie de mon cher père, ce qui ne manquera pas d'arriver, j'en suis certain. Cette opposition de l'Église tourna en boucle sur la question de l'humain, sujet sur lequel mon père s'était pourtant montré particulièrement prudent dans son ouvrage. Des réticences qui ne trouvèrent que très peu d'écho face à la renommée dont jouissait mon père dans le monde de la science depuis ces 20 dernières années. La parution de L'origine des espèces connut certes des controverses, mais beaucoup moins que celle des vestiges de l'histoire naturelle de la création, de Robert Chambers en 1844. Et c'est ainsi que le monde de la science connut l'une de ses plus grandes avancées, lorsque mon père se résigna à la sortie prématurée de l'œuvre de sa vie qu'il avait dû anticiper suite à la lettre de Wallace. Originellement prévue pour 1860 en 2 volumes, nous ne pourrons jamais savoir l'impact qu'aurait eu cette version. L'histoire en a décidé autrement. Le 24 novembre 1859 était publié l'un des ouvrages scientifiques les plus importants de toute l'histoire des sciences, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Voilà, mon cher papa. Voilà en substance ce que je dirai de toi le jour où tu nous infligeras la douleur de ton départ. Le récit d'un homme respectable qui resta dans la légende pour ses contributions scientifiques, un père aimant, un mari prévenant et un homme qui a lutté toute sa vie contre une maladie. Nous avons eu ce soir encore la preuve de la force redoutable dont tu peux faire preuve dans l'adversité. Nous avons failli te perdre, mais tu t'es battu, mon cher papa. La nuit arrive à son terme, je vois la lune qui s'affaisse et la lumière poindre. J'ai adoré veiller sur toi cette nuit, en me remémorant ton histoire. Tu as l'air apaisé. Mais repose-toi encore. Demain, si tu le peux, nous reprendrons nos travaux sur le tropisme des plantes. À demain, mon cher papa. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette histoire entre un père et son fils, avant d'être l'histoire d'un scientifique. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 14 jours pour essayer gratuitement, et au-delà, moins 50% de réduction si vous passez par mon lien. Merci également à tous les tipeurs et les tipeuses. Franchement, c'est grâce à vous que je peux faire des vidéos. Je retourne direct à l'écriture de la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.